Merci beaucoup, l'équipe des Léa, pour votre invitation. Merci beaucoup, c'est un véritable honneur de faire cette conférence inaugurale. Alors moi, la commande qui m'a été faite, c'est bien de traiter de la co-conception et puis de la robustesse, parce que ce sont des termes qui sont omniprésents dans les descriptifs des Léa. Donc Michel vient de le dire, cette co-conception, c'est la partie inhérente des Léa, ces allers-retours entre recherche et terrain. Et pour produire ces ressources, on a le terme de robustesse. Alors, ce n'est pas forcément cité de cette manière dans les 35 projets d'ELEA que j'ai véritablement épluchés un à un. Mais en général, en arrière-plan, on a l'idée de robustesse au sens de Bernadette Kervin qui le développe en disant un outil est robuste si finalement il y a une exigence empirique, ça veut dire une exigence de la part du terrain, une validité de la part du terrain, et puis une exigence aussi du côté de la recherche. C'est les deux en même temps. Voilà. Et quand on lit les 35 descriptifs d'ELEA, alors oui, on voit cette co-conception, on voit la robustesse, cette idée de robustesse, et puis on lit aussi que on veut faire en sorte qu'il soit tellement robuste que même lorsque le Léa se terminera, eh bien, le Léa ne sera plus là, mais la ressource continuera d'exister. Donc, c'est bien une ressource qui va vivre après le Léa, après les 3 ans, dans d'autres lieux, d'autres univers. Elle pourra continuer à essaimer. Alors ce matin, on l'a beaucoup entendu, cette notion-là. On avait fertilisation, essaimage, percolé, diffusé, rayonné. Enfin, voilà, on voit vraiment que ce Léa, ce n'est pas une fin en soi, mais que ce qui va être produit va pouvoir ensuite continuer d'exister. Alors c'est ça, ce qu'on a tous en commun. Et puis, bien évidemment, ça pose 1000 questions. Ça pose 1000 questions. Alors moi, cet après-midi, je vais seulement en traiter 2. La première, co-concevoir, mais comment? Alors, petite mise en garde, je ne vais pas aborder la co-conception, faire une conférence sur la co-conception. Moi, je vais aborder cette notion de co-conception uniquement à travers un exemple. Donc, uniquement à travers une manière de faire. Et Michel l'a bien dit, c'est à partir d'une manière et pas quelque chose d'exemplaire où il faudrait tous faire comme ça, pas du tout. Et cette manière de faire, c'est la conception continuée dans l'usage. Je vais y revenir juste après. Et puis, je vais aussi traiter cette deuxième question sur quelles conditions pour un outil robuste, donc robuste au sens de Kervin, qui aurait une exigence du terrain et une exigence scientifique. Et finalement, aussi cette idée de passage à l'échelle, parce que la conception continuée dans l'usage, dès le départ, vise à concevoir, on appelle ça des outils, la conception continue dans l'usage, mais des outils qui pourront exister ailleurs, après. Et donc ce dispositif, c'est cette conception continue dans l'usage qui a été initiée par Béguin et Cerf. Alors, ce sont des ergonomes, donc pas du tout dans le milieu de l'enseignement. Et finalement, cette démarche a été adaptée par Roland Guagou et Sylvie Seb pour concevoir des outils que les professeurs des écoles doivent bien connaître, comme Naramus, Lector, Lectrix. En fait, tous ces outils, on retient Naramus, Lector, Lectrix, mais on ne sait pas forcément comment ils ont été conçus, et c'est avec cette démarche de conception continuée dans l'usage. Donc moi, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est que j'avais répliqué cette démarche en me demandant si ça marche pour Guagou et Seb, est-ce que ça marche aussi pour Juliette Renaud sur un sujet qui lui est propre. Moi, c'était un outil pour enseigner la lecture documentaire numérique. Voilà. Dire aussi que la conception continue dans l'usage n'a absolument rien d'idéal, mais qu'elle est intéressante parce que c'est une troisième voie. C'est toujours un compromis entre est-ce qu'on va tout co-concevoir du début à la fin, ou alors est-ce qu'on va faire concevoir uniquement les enseignants, ou est-ce qu'on va faire concevoir uniquement les chercheurs.
C'est aussi un compromis entre, et ça on l'a entendu ce matin, la preuve par le terrain, en gros d'attendre que la vérité vienne du côté du terrain, ou alors se dire oh mais la recherche a dit que, donc la vérité serait du côté de la science. En fait, cette conception continue dans l'usage, elle cherche toujours le juste milieu, elle cherche toujours des compromis entre recherche et terrain, et pour avoir lu les 35 descriptifs d'Eléa Iffé, il me semble que c'est aussi le cas chez vous. On cherche tout le temps ces compromis, et je pense que vous allez vous reconnaître dans ces compromis. Alors, Brick. Ce chercheur affirme la division entre recherche et pratique. Il ne doit pas connaître les Léa. Nous avons tacitement accepté qu'il y ait une petite classe d'experts, knowers, et une classe beaucoup plus grande de faiseurs, doers, qui devraient simplement utiliser les connaissances produites par d'autres. La recherche pour l'amélioration appelle à travailler ensemble comme améliorateurs. Ben, c'est bien ça, hein. C'est bien ça, ce qui nous réunit. C'est qu'on veut tous travailler ensemble comme améliorateurs. Donc ça pose la question de l'amélioration. Petite publicité au passage sur un ouvrage auquel j'ai contribué. Vous voyez, améliorer les pratiques en éducation. C'était la visée. Et le titre de l'article, vous voyez, il n'y a pas marqué « changer les pratiques ». Il y a marqué « comment influencer positivement ». Donc c'est une proposition qui est beaucoup plus modeste. En tout cas, derrière, c'est une théorie de l'amélioration. Ce qu'on veut, c'est améliorer. En quelques mots, la conception continue dans l'usage. Quel parti pris? Donc il y a des visions différentes. En fait, les scientifiques connaissent des leviers pour améliorer les apprentissages des élèves, mais ils ne savent pas comment faire pour que les professeurs intègrent ces avancées dans leur pratique. C'est l'étanchéité dont parlait Brick. Et finalement, il y a deux visions pour répondre à cette problématique. Alors, ça va être un peu caricatural. La première, ce serait de transformer les conceptions des enseignants pour pouvoir modifier leur pratique. Par exemple, pour moi, la lecture documentaire numérique, je ferai une conférence en apportant des connaissances sur la lecture documentaire numérique, et je ferai le pari que, ensuite, dès le lendemain, les enseignants qui auraient participé à cette conférence changeraient leur pratique en classe. Je vois des sourires, bah oui, c'est complètement illusoire. Ou alors ça va marcher pour 1 ou 2, mais c'est tout. Voilà. Et donc il y a, avec ces résultats qui sont finalement très décevants, parce que la transposition des connaissances didactiques, c'est pas du tout automatique vers la pratique. Et donc il y a une deuxième possibilité, qui est finalement d'infléchir les pratiques des enseignants pour pouvoir modifier leur conception. Et c'est là où arrive l'outil. Parce qu'on parlait tout à l'heure, les ressources, mais dans quel cadre? Dans cette vision-là, de partir de la pratique pour pouvoir modifier leur conception. Donc là, on a des auteurs comme Fishman, Penuel, Allen et Cheng qui nous disent que l'outil est un puissant vecteur de développement professionnel, le développement professionnel dont parlait Michel. Sauf que, parce que ce ne serait pas si idéal, sauf que ça ne fonctionne que si l'outil est bien conçu. Et donc là, on arrive sur des manières de concevoir. Dans la diapositive de Michel, à gauche, il y a marqué création. Là, ça interroge cet aspect créatif. Comment va-t-il être créé? Donc moi, là, cet après-midi, je vais surtout me baser sur ce point-là. Donc vraiment l'aspect ergonomique, en prenant en compte deux éléments. Dans ce d'outil vecteur d'amélioration, quand il est bien conçu, on a des auteurs qui nous disent qu'il y a deux points finalement auxquels il faut faire extrêmement attention. Le premier point, c'est la compatibilité avec les pratiques ordinaires des enseignants. Ce qui suppose de savoir ce qu'ils font de manière ordinaire dans leur classe. Parce que c'est bien beau de faire un outil, mais il y en a tant où les praticiens regarderont en disant « on voit bien que c'est des chercheurs qui ont fait ça, ils voient bien que moi dans ma classe, ça ne fonctionnerait pas, ce ne serait pas possible ».
Ben ça, problème de compatibilité, c'est probablement que les pratiques ordinaires des enseignants ont été un peu ignorées. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'efficience. Il va falloir que cet outil soit efficient. Ça veut dire que les bénéfices constatés, alors les bénéfices, ça peut être les progrès des élèves, ça peut être, ben ça, j'arrivais pas à le faire dans ma classe avant, et maintenant j'y arrive. Que ces bénéfices constatés soient supérieurs aux efforts consentis par les enseignants pour pouvoir s'approprier l'outil. Parce que s'approprier un outil, c'est drôlement compliqué. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on nous dit, attention, s'il n'y a pas cette compatibilité et cette efficience, ben ça ne fonctionnera pas. Et ce qu'on peut entendre derrière compatibilité et efficience, c'est concevoir au plus près des utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est le parti pris majeur, concevoir avec et pour ces utilisateurs. Moi-même, pour concevoir mon outil, c'était sur la lecture documentaire numérique. Je me dis, bon, comment je vais concevoir? Eh bien, moi, j'ai choisi cette fameuse conception continue dans l'usage. Et là, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que finalement, elle est très éclectique. Elle essaye de prendre le meilleur de chaque. Je vous disais, le sujet doit être au cœur du processus de conception. Ben, ça tombe bien parce qu'en psychologie ergonomique, il y a des processus collaboratifs où le sujet est au cœur du processus de conception. Donc la conception continue dans l'usage, elle est allée piquer à la psychologie ergonomique sa manière de mettre le sujet au cœur du processus. Donc, tout simplement, le moteur de cette psychologie ergonomique, le moteur de la conception continue dans l'usage, c'est de regarder ce que l'outil fait aux enseignants quand on leur met dans les mains et ce que les enseignants font à l'outil. Voilà, dit de manière très simple, c'est un processus d'instrumentation et d'instrumentalisation. Et ensuite, il va y avoir ce processus-là, ce moteur, de regarder à chaque fois ce que l'outil fait aux enseignants, ce que les enseignants font à l'outil, c'est étudié au sein de cycles de conception-amélioration qui, eux, sont empruntés à la design-based research, qui, à la base, n'est pas du tout pour l'enseignement, mais qui était pour l'aéronautique. Donc, par exemple, pour des ailes volantes, où on règle, le pilote essaye et va dire « Ah, là, ça va pas trop, ça va un peu trop à droite, un peu trop... » Et c'est reparti, on reprend le tournevis et on règle. Ben, c'est un peu ça aussi, nous, ce qu'on fait dans nos Léa, c'est qu'on a le tournevis à la main, le marteau, et on règle à chaque fois qu'on essaye. Et à l'issue de ces cycles de conception-amélioration, eh bien, l'outil est censé devenir plus acceptable. Pour faciliter son futur passage à l'échelle. Puisque en conception continue dans l'usage, l'idée c'est que l'outil ensuite vive sa propre vie et puisse être dans des conditions tout à fait ordinaires. Donc moi voilà, j'ai transposé cette démarche pour concevoir mon outil, la mise à l'épreuve de cette démarche. À la fin, ça ressemble à ça. Voici la définition des outils en conception continue dans l'usage, des savoirs scientifiques explicités, des objectifs visés, une description des procédures, une structuration, une programmation temporelle. Ok, pourquoi pas. Moi, je veux juste attirer votre attention sur le premier point. Ils sont fondés sur des savoirs scientifiques explicités, tout simplement pour dire qu'au-delà du faire, par exemple pour l'outil pour pouvoir enseigner la lecture documentaire numérique, l'objectif, c'est bien de faire acquérir les principes didactiques et pédagogiques de la lecture documentaire numérique. Ce n'est pas juste de leur faire faire de la lecture documentaire. Vous vous rappelez le petit schéma, c'est de partir du faire, l'outil, et dans ce learning by doing, c'est finalement qu'ils arrivent à en acquérir les principes didactiques et pédagogiques. Quand on ouvre un lecteur lectrique, c'est marqué « Ceci n'est pas un manuel, ceci est un outil d'auto-formation ». Parce qu'il rend visibles les principes didactiques et pédagogiques qui sont explicités. Et là, vous voyez, on va démarrer sur les étapes, très rapidement, les étapes de la conception continue dans l'usage. Alors on va se dire, oui, bon, et donc, nous, on ne fait pas de la conception continue dans l'usage, alors ça ne nous intéresse pas trop. À chaque fois, je vais l'éclairer par rapport
à cette notion de co-conception, à cette notion de collaboration entre recherche et terrain. C'est ça, là, ce qui va m'intéresser. C'est pas tant de vous présenter la conception continue dans l'usage, mais de montrer comment terrain et chercheur collaborent. Okay, donc, il y a les trois verbes, hein, vous les avez déjà, là, précéder, accompagner, se mettre en retrait. Première phase, c'est une phase dans la conception continue dans l'usage où le chercheur précède le terrain. Et ça, je crois qu'on n'en parle pas assez parce qu'on se dit co-conception, mais on a l'impression qu'on fait toujours tout en même temps, ensemble. Ben non. Et je vais expliciter pourquoi. Dans cette première étape de conception initiale, on sait que de partir des données scientifiques disponibles, une revue de littérature, eh bien, c'est un critère qui est reconnu comme décisif pour pouvoir concevoir une première version de l'outil. Il faut partir des données scientifiques. Eh bien ça, c'est le chercheur qui le prend à sa charge. Donc vous voyez, il fait 3 revues de littérature, une sur les difficultés des élèves, une autre sur les techniques d'enseignement qui ont fait la preuve d'une certaine efficacité, ou du moins ce qu'on pense en savoir, et une 3e sur les pratiques habituelles des enseignants. Et là, vous reconnaissez le 3e point. C'est bien parce qu'il y a un élément de vigilance, on dit attention, il faudra que plus tard cet outil soit compatible avec les pratiques ordinaires des enseignants. Les difficultés des élèves, ça permet de choisir des cibles. Les techniques d'enseignement, ça permet de faire un inventaire des caractéristiques didactiques ou pédagogiques à privilégier. Et puis les pratiques ordinaires des enseignants, eh bien, ça permet d'élaborer un modèle de l'utilisateur, c'est ce qu'on dit en ergonomie. Voilà. Faire des hypothèses sur une zone proximale de développement professionnel, ça veut dire un intervalle entre ce que les maîtres réalisent ordinairement et ce qu'ils pourraient réaliser s'ils étaient outillés, s'ils s'appropriaient l'outil. Et ça permet d'élaborer un premier prototype. Donc là, on peut se dire, elle nous a menti, la conception, il n'y en a pas. Ben ouais. Première étape dans cette revue de littérature, j'ai mis un niveau 1, j'aurais pu mettre un niveau 0. Les enseignants sont pris en considération via la littérature pour concevoir le prototype initial, mais ils ne tiennent pas la plume, là. Ouais. Et il y a bien marqué élaboration d'un premier prototype. Donc il n'est pas du tout gravé dans le marbre, ce premier prototype. C'est de l'argile. Voilà. C'est une première proposition. Donc si on regarde un tout petit peu ce niveau 1, vous reconnaissez exigence professionnelle, exigence scientifique, notion de robustesse, à la Bernadette Kervin, de toujours tenir les deux en même temps. Alors là, pour ce niveau 1, eh bien, exigence professionnelle, c'est il va falloir qu'ils se reconnaissent dans l'outil, ce qui suppose de bien connaître ce que les enseignants font de manière ordinaire. Et exigence scientifique, c'est un outil qui est là, une première version qui est robuste parce qu'elle s'adosse à une revue de littérature. Dans les evidence-based education, il s'arrêterait là. Il dirait on a fait la revue de littérature, c'est robuste scientifiquement, ça y est, c'est bon, ça peut aller sur le terrain. En conception continue dans l'usage, pas du tout. Parce que si on vise le passage à l'échelle, on sait bien que ça ne suffit pas. On ne va pas juste dire non mais c'est valide scientifiquement, donc allez-y, croyez-nous sur parole. Et faire avaler la pilule. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça. Et donc, là c'est que la première étape. Et on enchaîne sur la deuxième. La deuxième, vous voyez le verbe accompagner. Et voilà. Je vous fais un résumé. On a élaboré un premier prototype. Le chercheur a élaboré, a transposé les connaissances, les a traduites dans un premier prototype, qui est un compromis entre le souhaitable du point de vue de la recherche et le réalisable du point de vue du terrain. Quand je vous dis, c'est toujours des compromis, ces histoires-là. Et ce compromis, il va le mettre entre les mains, alors moi, ça a été de 12 enseignants, un petit panel, voilà. Un petit panel d'enseignants chevronnés en éducation prioritaire, et on est allé observer dans leur classe, il y a eu des entretiens, et on regarde ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Et ce qu'est-ce qu'ils en disent, on veut s'en servir pour élaborer un deuxième prototype. Ouais. Et puis ce prototype, ce deuxième prototype, sera lui-même l'année d'après testé par
cette fois 25 enseignants, les 12 du début et 13 nouveaux, pour s'assurer que les modifications qui ont été opérées ne correspondent pas juste aux 12. Vous voyez, la préoccupation toujours que ce soit ordinaire et que ce ne soit pas par rapport à un tout petit panel, mais que là, on puisse élargir. Et dans les 13 nouveaux, il y a des débutants, ils ne sont pas tous en éducation prioritaire, il y a des contextes beaucoup plus larges qui ne sont toujours pas représentatifs. On est bien d'accord, hein, avec 25, c'est toujours pas représentatif. Mais en tout cas, on essaye de varier les contextes. Et là, de nouveau, ils vont tester, on va observer, et ils vont faire des retours qui vont permettre d'élaborer un 3e prototype. Voilà. Et là, moi-même, lorsque j'ai utilisé cette démarche qui préexistait, hein, puisque moi, je n'ai fait que la répliquer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, en fait, les enseignants? J'ai bien compris qu'ils testent en classe, mais quelle est leur part ensuite dans l'élaboration du prototype? Là, quand il y a marqué élaboration d'un 2e prototype, élaboration d'un 3e prototype, on attend d'être tous d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va co-concevoir? Et c'est là où on a Dars et Rezo qui nous disent la collaboration ne porte pas en elle les conditions de sa réussite. En gros, c'est bien beau d'avoir écrit qu'on va co-concevoir, qu'on va collaborer, mais c'est pas parce que c'est écrit ou c'est pas parce qu'on essaye de le faire que ça va être porteur. Donc voilà la proposition dans la conception continue dans l'usage pour essayer, tenter de faire en sorte que cette collaboration bien puisse être fertile. En fait, il y a derrière ce verbe accompagner, il y a 2 niveaux de participation. Le premier, dans le niveau 2, en fait, la première année, les enseignants n'étaient pas tellement force de proposition. Ils étaient plutôt testeurs. Alors, je vais y revenir après. Hein, pourquoi testeurs? Je vais vous le dire. Ils mettaient le prototype à l'épreuve du terrain. Tandis que l'année d'après, là, oui, les 12 du début étaient devenus des co-concepteurs. Et là, on a vraiment conçu ensemble. Les 12 du début, c'est-à-dire que les 13 nouveaux qui arrivent l'année 2, en fait, ce sont des testeurs. C'est-à-dire que à chaque fois l'échantillon, on a des testeurs et puis des co-concepteurs. Donc, je refais un zoom avec notre robustesse à la Kervin, et c'est parti. Dans le niveau 2, nos enseignants testeurs. Eh bien là, en fait, il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie parce que c'est le chercheur qui a conçu le premier prototype. Donc, il le connaît mieux que les enseignants sur le terrain. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la première année, dans les retours, cette asymétrie se voyait par le « je crois que j'ai pas très bien compris, mais peut-être je sais pas trop si j'ai fait comme il faut », vous voyez. Ils essayaient de savoir si ils avaient bien traduit ce que le chercheur avait voulu. Bon. Donc, dans ces conditions-là, c'est sûr que c'est pas possible ensuite de co-concevoir. C'était vraiment sur 2 plans. Exigence scientifique. Alors, pourquoi un outil? Ça, c'est important aussi dans l'exigence professionnelle. Pourquoi l'avoir écrit? Parce qu'il préexiste. Pourquoi? C'était pour parler de la même chose. Hein, c'était une espèce de base, un prétexte pour parler de la même chose. Exigence scientifique, c'est que là, contrairement aux evidence-based education, on n'est pas en train de vouloir légitimer le premier prototype en disant oh, nous, chercheurs, on a drôlement bien traduit les connaissances scientifiques. Pas du tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'analyser l'écart entre ce qui était écrit dans le prototype et la réalité du terrain. Ces écarts-là, c'est une manière de mieux comprendre ce qui se passe dans l'outil. Vous voyez, c'est derrière un objectif de compréhension et pas du tout d'aller légitimer un premier prototype. Donc là, on invalide des hypothèses. Mais on n'essaye pas d'avoir la preuve que ça marche ou pas. Pas du tout. Pas du tout. On est vraiment dans cette logique de compréhension. Alors j'aime bien Béguin qui dit « on travaille à capot ouvert ». Alors je vous donne l'image. Il y a l'enseignant qui est au volant, le chercheur qui est sous le capot, le nez comme ça. Et en fait, selon les retours, il est avec sa clé à molette et il se dit « ah ouais, ben là, vas-y, freine un peu plus, accélère ». Ils essayent de comprendre le lien entre les deux. Et là, qui tient la clé à molette, c'est un peu le chercheur en fait. Les enseignants sont au volant et le chercheur est sous le capot.
Vous voyez marqué hypothèse d'amélioration de l'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité. On a entendu parler ce matin. Et voilà ce que ça donne. Alors ça, au mois de mai, quand il y avait la rencontre internationale d'ELEA, on l'a vu. Ça, ce sont des indicateurs, je vais y revenir après. Je vais vous montrer comment je l'ai utilisé. Ce sont des indicateurs qui sont issus de l'ergonomie, donc pas du tout du domaine de l'enseignement. Et moi, je m'en suis servi au service de l'amélioration, de l'enrichissement de l'outil. Je me suis servi de ces indicateurs pour rendre l'outil toujours plus utile, utilisable, acceptable, pour pouvoir faciliter son passage à l'échelle. Donc, ces indicateurs-là, ce n'est pas une fois que l'outil est terminé. Ça sert de guide pour tourner un peu plus la clé à molette, le marteau, etc., etc. Je vais y revenir juste après. Et dans le niveau 3, donc ces enseignants qui avaient déjà vécu une fois le test de l'outil et qui, une deuxième année, finalement, rempilent et utilisent de nouveau le deuxième prototype, eh bien là, on se rend compte qu'il y a vraiment triangulation. Brassac et Fixmer disent une arène d'intercompréhension. Je trouve ça très joli. Une arène d'intercompréhension, c'est que là, ils sont plus juste sur j'espère que j'ai bien fait comme le chercheur, ce qu'il voulait dire, ce qu'il veut. Non, là, c'est de prendre en considération tous les contextes et d'arriver vraiment à échanger, à converser sur un nombre indéfini de mondes possibles. Exigence scientifique, envisager l'autoportance. C'est de se dire, après, il n'y aura plus d'entretien comme ça, il n'y aura plus de rendez-vous où tout le monde parle sur sa manière d'avoir interprété l'outil. Il faudra que l'outil vole de ses propres ailes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de points qui soient un peu obscurs, il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort, il y en aura toujours. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de viser cette autoportance au service de sa montée en généralité, qui puisse vivre sa propre vie. Voilà. Et c'est là où on arrive sur notre utilité, utilisabilité, acceptabilité, même si j'ai déjà montré les indicateurs. Ça, c'est de Tricot. Je trouve que c'est très, très important parce qu'il dit que si on veut introduire un nouveau dispositif ou un nouveau matériel numérique, on sait très bien que ces outils, ça va permettre d'infléchir les pratiques, sauf que la faible pénétration des outils numériques dans les salles de classe est en partie liée à notre incapacité à en concevoir qui satisfont ces trois dimensions. Donc en gros, ce n'est pas utile, utilisable et acceptable, ça tombe dans les oubliettes et c'est terminé. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer comment j'ai utilisé ces indicateurs pour pouvoir rendre l'outil plus utile, utilisable et acceptable. Dans ce accompagner-là. On est toujours dans ce verbe-là, cette manière de concevoir avec et pour les enseignants. Alors nous, dans cet outil de lecture documentaire numérique, on avait un recueil de données énorme. Il y avait des observations, il y avait, là vous voyez un Padlet où chaque enseignant mettait oulala, ça se corse, maladresse heureuse, là je sais pas, je l'ai fait comme ça, mais je sais pas trop. Tiens, regardez mon invention, j'ai fait un affichage. Bon, très bien. Et on avait tellement, un recueil de données colossal que moi, j'ai eu besoin d'un outil pour tout synthétiser. Attention, vous allez hurler. Ça s'appelle un tableau perroquet. Je vais tout vous expliquer, ne sortez pas de la salle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, pendant les retours, là, il y avait en une phrase qui avait été dit. Par exemple, le module 1, c'est vraiment beaucoup trop long. Ce que vous voyez apparaître ici, il y a 25 colonnes qui correspondent à 25 enseignants de la deuxième année. Quand un enseignant, par exemple, nous disait « mais vraiment, oui, le module 1 était beaucoup trop long », c'est du vert. Ça veut dire qu'il était d'accord avec ce qui avait été proposé. Nous, on n'induit pas, on regarde ce qui se dit dans les retours. « Ah oui, tu as raison, vraiment, c'était beaucoup trop long. Dans la vraie vie, on ne pourra jamais y passer tant de temps parce qu'on n'a pas que la lecture documentaire à enseigner, on a aussi les maths, on a aussi le PS. Voilà. » Lorsque il disait « oh, tu trouves que c'est trop long? Je sais pas trop, moi je m'en étais pas rendu compte. » C'est orange. Et ceux qui disaient « non mais attendez, pour construire cette compétence, comment vous voulez que ce soit plus court? Enfin, c'est une compétence qui est fondamentale. Heureusement qu'on y a passé beaucoup de temps. » Vous voyez? Et là, c'était du rouge. Donc, les lignes où il y a du vert, du orange et du rouge, autant vous dire qu'il y a eu des débats terribles. Voilà. Des disputes professionnelles. Et donc, au départ,
on a classé tous ces retours et on s'est dit, est-ce que ce sont des retours qui portent sur l'utilité, l'utilisabilité ou l'acceptabilité? Mais en fait, ce n'était pas suffisamment fin. Parce qu'on cernait bien l'origine de la difficulté, mais pas vraiment sa nature. D'où la création d'indicateurs qui ont été finalement un croisement entre ce que dit la littérature en ergonomie sur l'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité et ce qu'en disent les enseignants. Et quand on a croisé les deux, eh bien, nous sommes arrivés à cette colonne jaune-là, en essayant de caractériser chaque remarque et de les caractériser avec ceci. Donc, toutes les remarques, finalement, sont codées en A1, B5, C2, comme dans la bataille navale. Voilà. Et moi, je vais zoomer sur un exemple. Je vois l'heure qui passe. Et nous, la première année, c'était l'utilisabilité qui n'allait pas du tout. Ils nous disaient, non mais là, franchement, pas du tout facile pour comprendre l'outil. Moi, j'y passe mon week-end. Confortable, mais alors absolument pas. Charge de travail affreuse. Flexibilité, non. Et le public d'élèves, bah non, mes élèves s'y retrouvent pas. C'est soit trop difficile, soit trop facile. Ok. Et donc, en les écoutant, de manière beaucoup plus attentive que ce que je viens de faire là, en documentant A1, A2, A3, A4 et A5, eh bien, on veut essayer de comprendre. Hein, c'est bien ça, hein, l'objectif. C'est pas légitimer, dire « Ah mince, on a raté ». Non, c'est comprendre de manière très fine ce qui ne va pas pour pouvoir transformer, pour pouvoir concevoir une nouvelle version de l'outil. Et là, on se rendait compte que les enseignants nous disaient « Mais en tout cas, il y a un diaporama, il y a un guide du maître. Moi, j'ai l'impression que je suis comme un débutant, je vois plus mes élèves. » Et donc, on a eu l'idée d'un avatar. On a eu l'idée d'un maître virtuel qui interviendrait avec l'enseignant à l'aide de bulles pour prendre en charge une partie du scénario didactique. Ils ont fait exactement la même tête que vous. Ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ben oui. Ça donnait ça. Comme le scénario didactique était énorme, on s'est dit, ils regrettent de ne plus être avec leurs élèves parce qu'ils ont le nez dans le guide du maître, ils suivent pas à pas. Ben, le scénario va être pris en charge par des bulles qu'il va faire apparaître lui-même, hein, l'enseignant. Et comme ça, lui, l'enseignant pourra être plus avec ses élèves et dans les échanges. Donc là, vous voyez le pourquoi. Ben, les bulles vous proposent une expérience de co-intervention. Elles vous accompagneront pour la mise en œuvre des séances afin d'être au plus près des échanges. C'est vous qui déciderez du rythme, c'est vous qui adaptez, personnalisez, restez maître de votre enseignement. En gros, on vous offre la possibilité de faire apparaître des bulles, mais c'est toujours vous l'enseignant. Hein. Vous allez voir la suite. Donc, concrètement, pour que vous l'ayez en tête, voilà à quoi ça ressemble. Un diaporama pour les élèves, et donc là, comme je le fais, en cliquant, il y a des bulles qui apparaissent. Au collège, vous devrez savoir prendre des notes, puis vous servir de vos notes pour rédiger une explication. C'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Introduction de bulles. Donc ça, on est bien d'accord, ce n'était pas l'idée des enseignants. Hein. En fait, c'était de faire un espèce de diagnostic et de se dire qu'est-ce qui pourrait résoudre le problème. Ça, c'était une idée de chercheur. On sait bien que c'est une idée provisoire, une hypothèse. Et c'est erreur. On voit ce que ça donne. Ben voilà ce que ça donne. Donc là, on a transformé l'outil, on a rajouté des bulles, et puis, ben, on regarde maintenant, on essaye de comprendre avec leur retour ce que ça va donner. A1. Ils nous disent, ah, il y a plus de les observateurs au fond de la classe disent, il n'y a plus de contresens dans la mise en œuvre de l'outil. Alors que, auparavant, ils étaient tentés de lire le documentaire comme un roman du début à la fin, même si c'était écrit dans le guide du maître, on voit avec les bulles, c'est maintenant une lecture sélective qui est proposée aux élèves et c'est plus lu, par exemple, en entier. Avec après, il y avait épuisement de tout le lexique et on y passait des heures et des heures. Plus de contresens dans la mise en œuvre de l'outil. Okay. Le confort. Quel confort? J'ai plus le nez dans le guide du maître. Ah oui, parce qu'ils se fient aux bulles. Donc, ils sont avec leurs élèves et puis ils laissent la bulle se débrouiller et faire avancer le scénario. Temps gagné, c'est mon filet de sécurité. Moi, je fais défiler les bulles et comme ça, au moins, je sais où je vais. Je n'ai pas l'impression d'avoir tout sur mes épaules. Super pour les élèves, ils savent toujours où on en est. Je peux les raccrocher, ils lisent les bulles. Et puis, je me laisse guider, je suis beaucoup plus avec mes élèves. Il n'y a jamais rien d'idéal. Et donc, et vous allez voir que ce n'est pas rien. Non, ça va pas. Ben, c'est pas modifiable.
parce qu'ils cliquent sur un bouton, il y a des bulles qui apparaissent. Et donc ils disent, mais la technologie m'impose une manière de faire. Et c'est là où on reprend la clé à molette, et c'est parti, on écoute de manière fine tout ce qui est dit, tout ce qui documente A4, et voilà ce que ça donne. Dans A4, qui était la flexibilité, outil modifiable ou adaptable par le professeur, on a des enseignants qui disent quand même, et c'est gravissime, à quoi je sers? Moi, si j'ai passé un CRPE et que finalement c'est pour aller cliquer sur un bouton et faire apparaître des bulles, ben franchement, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais appeler mon voisin, il viendra faire classe à ma place. Ouais. En fait, il y avait un problème sur la place de chacun. Il y avait un souci quand la bulle ne faisait pas classe avec l'enseignant, mais à la place. Voilà. Premier réglage, au tournevis, ben, la rendre moins bavarde. Parce qu'elle est comme moi, elle est trop bavarde. Et donc, quand c'est poussif, quand elle est trop bavarde, et ben là, elle prend la place de l'enseignant. Et là, c'est pas bon. Donc, on a réglé et on a enlevé énormément de bulles. Les consignes, ben, par exemple, on les laisse aussi à la charge de l'enseignant. Et on a mis des bulles qu'au moment stratégique. Ceux où c'est un peu peau de banane, où il faut faire attention parce que là, c'est critique dans le scénario. Mais sinon, il se débrouille. Deuxième retour fondamental qui vraiment nous a remis en question. Je suis très réservée sur l'expérience de co-intervention. Je suis parfois en concurrence avec la bulle. Ouf! Alors ça, je vous la donne. On est à 5 minutes de la récréation. Et là, la bulle affiche « Sortez votre cahier de brouillon. » Les premières bulles, c'est ça. « Sortez votre cahier de brouillon. Répondez à cette question. » Et là, l'enseignant dit « Ah, c'est bon, on va bientôt à la récréation. On va le faire à l'oral. » « Ben non, maître, c'est pas possible parce que la bulle vient de dire qu'il faut sortir le cahier de brouillon. » Et alors là, on voyait l'enseignant rouge en disant « Qui c'est le maître? Moi, je vous ai dit de le faire à l'oral. Donc, peu importe ce que dit la bulle. » Véridique, hein. Moi je l'ai vu au fond de la classe, c'était terrible. Et ça, à des tas de moments, il se retrouvait en concurrence avec elle parce que c'était trop précis, tout simplement. Cette bulle était vraiment à vouloir en dire trop, avoir des choses trop fermées. Donc on a essayé de faire en sorte de respecter un dialogue en triangulation, en fait d'avoir beaucoup plus de questions ouvertes. À chaque fois qu'elle intervient, c'est pour des questions ouvertes et pas... sortez votre cahier de brouillon. Je caricature, c'était pas dit comme ça. Hein. Bon. Mais quelque chose, en tout cas, beaucoup trop fermé. Donc, ces questions ouvertes, ben, finalement, le didacticiel les envoie avec la bulle à l'enseignant et aux élèves. En général, ce qui se passe quand la question est suffisamment ouverte, ben, c'est que l'enseignant la relaie auprès des élèves. Oui, vous savez, c'est comme nous dans la classe. Il fait le lien avec la vie de la classe. Et puis, les élèves ont bien compris que s'ils répondaient à la bulle, ça ne donnerait pas grand-chose. Donc, les élèves répondent à l'enseignant. Et là, il y a un échange qui s'instaure. Et ensuite, lorsque l'enseignant a épuisé cet échange-là, eh bien, hop, ça repart auprès de la bulle et on en fait apparaître une nouvelle. Donc, on a essayé de respecter ça. Et voilà ce que ça donne à la fin. Le même enseignant, là, nous dit « Lors de l'expérimentation, j'étais un peu en concurrence avec la bulle. Je me sentais parfois animateur. » C'est grave, hein? Ça veut dire que là, ça touche au métier. Donc j'ai beaucoup moins ressenti cela pour le module 2. Soit je me suis habituée, soit la bulle me laissait plus de place. Bon, ben nous, on se dit qu'on lui a laissé plus de place avec tous les réglages, mais ce n'était pas encore idéal et il a fallu encore prendre de nombreux petits coups de tournevis pour finalement avoir ça. Je l'ai mis entre parenthèses parce que l'outil va bientôt paraître et même chez Retz, ils ont dit il est hors de question d'avoir une seule version avec l'avatar et les bulles. L'enseignant doit pouvoir mettre en œuvre le scénario sans rien du tout. On ne peut pas lui imposer les bulles, même si c'est en triangulation, même si elle est moins bavarde, on ne peut pas faire ça. Donc finalement, dans la dernière version, eh bien, il y aura les deux possibilités, avec ou sans bulles, comme à l'apéritif. J'aime beaucoup cette définition des co-conceptrices qui était là depuis le début. Voilà ce qu'elle dit la deuxième année. Co-concevoir, c'est participer à un projet commun, construire, élaborer un outil à plusieurs, essayer qu'il soit le plus performant possible pour atteindre quelque chose de presque parfait ensemble. C'est beau, hein? On a l'idée de performance, on a l'idée de triangulation, collaborer, faire un outil à plusieurs, et tous ces éléments sont au service de quelque chose de presque parfait ensemble, parce qu'on s'est donné le temps à chaque fois de revenir dessus, de rérégler cette utilité, utilisabilité, acceptabilité. Et ce presque parfait ensemble, ben, ça veut dire digne d'être diffusé en somme. C'est ça ce que ça veut dire.
dernière étape. Dernière étape, l'étape 3. Nous, on va jusqu'à des tests élèves. Donc, Covid est passé par là, donc il y a une année qui est barrée. Ce troisième prototype, donc là, qui est... alors nous, en fait, moi, j'ai pas réussi comme Guagou et Seb en 2 années, là, comme ça, 2018-2019, deuxième prototype, ça y est, version gravée dans le marbre. Moi, j'ai pas réussi. Il a fallu encore un nouveau panel d'enseignants. Donc, il y avait les 12, les 25, et j'en avais à peu près 80 la 3e année. Beau panel, oui. Beau panel, mais où on a encore, finalement, utilisé une nouvelle version du prototype pour l'améliorer parce qu'elle n'était pas encore assez satisfaisante. Et une fois qu'on a eu la dernière version, eh bien, on a testé l'outil avec groupe témoin. Bon, ben là, groupe témoin, ça veut dire un groupe qui n'enseigne pas particulièrement la lecture documentaire dans sa classe. Groupe témoin actif, c'est un groupe d'enseignants qui enseignent la lecture documentaire à sa manière. Groupe lecture doc avec l'outil tout seul, et groupe lecture doc avec accompagnement, l'outil plus un CPC qui était avec les enseignants. Et on a regardé ce que ça a donné. Et là, on s'était dit, pré-test, post-test, si jamais, on le voit déjà, si jamais on voit un effet, il y aura édition de l'outil. Si jamais on ne voit pas d'effet, on ne va pas mentir aux enseignants. On ne va pas leur dire, vous allez avoir du mal à vous approprier l'outil, mais en fait, il n'y a aucun effet sur les résultats des élèves. Stop. Donc, on va jusque-là en conception continue dans l'usage pour s'assurer des effets sur les élèves. Et pas avec 12 ou 13 élèves. Hein. Là, on était à des groupes de 350. Et on s'est aperçu que oui, il y avait un effet sur les élèves. Alors moi, contrairement à Guagou et Seb, mon groupe lecture doc avec accompagnement, à la limite, il est aussi performant que le groupe lecture doc seul. Tandis que chez Guagou et Seb, ils étaient très fiers parce que le groupe lecture doc avec accompagnement avait moins d'impact que le groupe tout seul. Donc ils se disaient, il peut vraiment vivre sa propre vie, il n'y a pas besoin d'un conseiller pédagogique derrière. Moi, c'est moins net. Ils obtiennent la même chose. Voilà. N'empêche qu'on voit un vrai effet, une différence par rapport au groupe témoin et au groupe témoin actif. Donc oui, l'outil va être édité. Et c'est ma dernière diapo, parce qu'on voit 23, mais en fait, j'en ai sauté une, et je termine là-dessus. Donc ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Roland Guagou. Vous reconnaissez le triangle pédagogique. Et lui a rajouté institution. Ça devient un tétraèdre. Ouais. Pour moi, c'est ça, la conception continue dans l'usage. C'est une démarche de vulgarisation scientifique dans laquelle l'outil est au centre du tétraèdre PISE, alors P comme professeur, I comme institution, S comme savoir et E comme élève. Parce que cet outil, il s'appuie lui aussi sur des savoirs, par exemple l'ergonomie de conception. Il prend en compte l'institution, on n'est pas allé faire un outil qui ne correspond pas au programme. Il prend en compte les enseignants, ils sont au cœur du dispositif, soit pour concevoir, soit dans leur pratique ordinaire, à travers la littérature, ce qu'on sait de leur pratique, et il prend aussi en compte les élèves, bien entendu. Et là, vous allez me dire, et donc, les chercheurs, là, où sont-ils? Où sont-ils? Alors, je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas du tout cachés dans l'outil, comme dans un cheval de Troie. Absolument pas. Absolument pas. En fait, ils sont présents avec. Ils sont là. Ils sont présents avec. Le chercheur est au service de ces 3 entités. Et il me semble, dans ce que disait Lucria ce matin, que c'était bien ça. Le pour, le au service de, c'est bien sur ce plan-là. Et je voulais terminer sur une petite citation de Spillan et Coldren, c'est « Le chercheur ne peut pas concevoir la pratique, mais concevoir pour la pratique ». Ça montre bien qu'il est au service de ces entités. Voilà. J'ai terminé. Et l'article où il y a l'utilité, l'utilisabilité, c'est cet article dans Éducation et Didactique, si vous voulez retrouver
l'ensemble des indicateurs. Voilà, on va maintenant avoir un temps d'échange. Je vous remercie.